Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi on s'en fiche de l'équilibre alimentaire pendant un rééquilibrage alimentaire. Alors oui, j'ai probablement fait le tour de l'intégralité des sujets de la perte de poids sur les 88 derniers épisodes, mais non, ce que je vais vous expliquer ici n'est pas le début d'une nouvelle série où je contredis tout ce que je raconte depuis 4 ans sur cette émission, ne vous inquiétez pas. L'idée de cet épisode, je l'ai eue en faisant un bilan de mon été hier matin. J'ai essayé de passer un été équilibré en vérité, et vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai essayé de faire la balance, de trouver plus ou moins un équilibre dans cet été. Pour ceux qui débarquent, j'habite en Roumanie, à Bucarest. Et mi-juin, je suis allé en France pour faire une surprise à ma mère pour ses 50 ans. Avant ça, je suis passé par la Serbie pendant une semaine, puis j'ai été en France, au Portugal pour des vacances en famille et j'ai aussi bougé à l'intérieur de la France. J'ai fait quelques petits séjours par-ci par-là et j'ai fini par rentrer à Bucarest en août. Alors avant de partir en juin, avant de partir de Bucarest, de là où je travaille quotidiennement depuis maintenant plusieurs années, je me suis dit ok, j'ai 2 mois et demi où je vais décrocher ma routine de boulot. Je vais juste concilier travail, repos, famille, amis, voyage et vacances. Voilà. Le but, c'était de trouver un équilibre parmi tout ça. Alors là, écrit sur une feuille, dit à l'oral, ça paraît potentiellement simple, mais ça a été un vrai calvaire. Au final, c'était complètement naze et je vais vous dire pourquoi j'ai fait n'importe quoi. L'équilibre est un état qu'il est compliqué d'atteindre, quel que soit le domaine. Est-ce que vous devez acheter ces chaussures à 130 € ou est-ce que c'est trop cher ? Est-ce qu'il faut plutôt prendre celle à 70 €? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une paire en plus? Et où est l'équilibre là-dedans finalement ? Pour 130 €, n'avez-vous pas davantage besoin de 2 pantalons ou d'un manteau pour cet automne ? Juste dans une dimension aussi simple, entre guillemets, que l'achat d'une paire de chaussures, il y a un équilibre à trouver et que la plupart du temps, on est incapable de définir correctement et précisément. Ça s'applique aussi avec vos enfants. Admettons, quel est l'équilibre d'autonomie que je leur laisse ? Est-ce qu'il faut les laisser faire du skateboard ? Oui, mais est-ce qu'il faut les forcer à porter des protections ? Ou bien non, même avec les protections, c'est trop dangereux ? Ou est-ce que je dois absolument les surveiller quand ils le font, même si vous n'y pensez pas aussi activement que ça, excusez-moi pour le bruit dans le micro, même si vous ne pensez pas aussi activement à tout ça, eh bien quand la situation se présente, ça n'éclipse pas la réflexion sous-jacente pour autant. Trouver l'équilibre dans l'autonomie que l'on laisse à ses enfants pour la pratique d'une activité potentiellement dangereuses comme le skateboard. Est-ce qu'on les force à mettre des protections ou pas ? Est-ce qu'on les laisse faire du skateboard dans la rue sans surveillance ? Oui, non. Avec quels enfants ? Est-ce qu'il y a des plus vieux avec eux ? Est-ce qu'il y a des plus jeunes ? Et si jamais il y a des plus jeunes, est-ce qu'ils vont pas avoir envie de faire du skateboard alors que c'est inadapté à leur âge ? L'équilibre là-dedans est extrêmement compliqué à trouver, même si on n'y pense pas de façon active. Partant de cette réflexion, j'ai conclu que parfois, il fallait faire all-in et ne pas du tout se préoccuper de l'équilibre. Et notamment dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire, on va en parler aujourd'hui et dans la seconde partie, on va voir si vous devriez envoyer l'équilibre alimentaire par-dessus le bord dans votre cas précis, dans votre objectif de perte de poids. Alors cet été, j'ai fait du moitié-moitié. En vérité, je n'ai pas du tout fait all-in, j'ai essayé de chercher mon équilibre. J'avais promis par exemple à ma sœur de l'emmener faire des activités mi-juin et à chaque fois qu'elle me sollicitait, je lui disais que cet après-midi, c'était impossible à cause de mon travail, que j'étais occupé, que j'avais des choses à faire. Finalement, mon travail n'était pas si productif que ça, puisqu'il était entrecoupé dans la semaine par un rythme chaotique lié aux sorties avec des amis, aux repas avec la famille et aux différentes activités auxquelles je devais me rendre pendant mon séjour en France, puisque je vous rappelle, je passe l'écrasante majorité de l'année en Roumanie. Donc quand je rentre en France, je suis extrêmement sollicité. Donc c'était compliqué à gérer. Le vendredi après-midi, il fallait que je tourne 15 vidéos. J'avais 15 vidéos à tourner pour le rééquilibrage alimentaire. Mais ce même vendredi après-midi, il fallait que j'emmène mon frère et ma sœur en randonnée, parce que je leur avais promis qu'on allait le faire, sur un lieu de bataille de la guerre de Vendée. Donc, je suis allé randonner avec mon frère et ma sœur et les vidéos n'étaient pas tournées.
Le samedi matin, je ne pouvais pas tourner les vidéos puisque je devais aider mon grand-père à charger ses déchets verts dans la remorque. Donc, pas possible de tourner les vidéos le samedi. Le dimanche, je n'ai pas pu tourner les vidéos non plus puisque c'était la communion de ma cousine. Sauf qu'en étant sur tous les fronts, je pensais à mes vidéos à tourner plutôt que d'être pleinement présent dans une discussion, dans une situation qui impliquait pour moi d'être au milieu du groupe, mais finalement j'étais au milieu du groupe, j'étais en France, j'étais parmi mes proches, mais je pensais à mes vidéos parce que j'essayais de trouver un équilibre. Je n'étais ni pleinement en vacances, ni pleinement en train de travailler. Donc en fait c'était la moitié des deux et je pense que c'est plutôt misérable comme situation. À vouloir tout faire en même temps, eh bien je n'ai rien fait pleinement. Et pire encore, j'ai l'impression d'être passé à côté de mon été en France à cause de ça. Je n'étais ni à fond dans le travail, ni à fond dans les vacances. Et c'est ça qui me pousse à réfléchir sur la nature du rééquilibrage alimentaire qui me semble sortir de ce cadre. Parce que la seule chose que j'ai réussi à équilibrer parfaitement malgré l'instabilité de mon mode de vie pendant 2 mois, eh bien, c'est l'alimentation et le sport. J'ai continué à m'entraîner, à jouer au tennis, à faire du vélo, à marcher quotidiennement. J'ai continué à manger suffisamment de protéines, à manger beaucoup de fruits. Et malgré les restaurants plus fréquents, les barbecues, les repas de famille réguliers, eh bien, je n'ai pas pris de gras pendant l'été. J'ai pris 1 kilo, mais sur les 80 que je pèse, c'est complètement invisible. J'ai réussi à conserver un rythme de sommeil correct. Donc finalement, l'idée est la suivante. Je suis la bonne personne pour vous parler du rééquilibrage alimentaire, puisque même quand tout fout le camp dans ma gestion travail, vacances, eh bien, mon mode de consommation alimentaire reste parfaitement équilibré sans que j'aie un seul effort à fournir. Tout ça est resté parfaitement équilibré de façon tout à fait instinctive, intuitive, sans avoir besoin d'y penser, contrairement au travail et à la gestion des vacances. Sauf que ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai été particulièrement extrême avant de trouver mon équilibre et vous allez peut-être devoir passer par là également dans votre perte de poids. Ce que je m'apprête à vous partager n'est sûrement pas applicable à tous les profils psychologiques. Comme d'habitude, vous devez prendre ce qui vous semble utile et ne pas appliquer bêtement sans réfléchir. En 2018, quand j'ai fini de théoriser le rééquilibrage alimentaire et que j'ai décidé de déployer la méthode entière, j'ai publié chaque semaine 3 articles, un podcast, une vidéo YouTube, 6 posts sur les réseaux sociaux et 2 mails pendant 8 mois. Toutes les semaines, je travaillais pour publier 3 articles, un podcast, une vidéo YouTube, 6 posts sur les réseaux sociaux et 2 mails. Et ça pendant 8 mois. Alors, si vous n'êtes pas dans la création de contenu et que vous ne partagez pas vos travaux en ligne, ça peut vous paraître peu ou normal. Croyez-moi, ça ne l'est pas. Au cours de cette période, j'ai travaillé 90 heures par semaine non-stop pendant 8 mois. Je me levais à 6 heures, j'écrivais jusqu'à 13 heures, je mangeais, j'allais m'entraîner, je rentrais tourner des vidéos ou des podcasts, je mangeais, j'allais travailler en salle de sport de 18h à 22h30 et la boucle recommençait le lendemain. 7 jours sur 7 comme ça. Alors ce n'est clairement pas ce qu'on peut appeler l'équilibre, sauf que c'était indispensable et avec du recul, l'état d'esprit ultra intense dans lequel j'étais et l'effort constant quotidien font de cette période un des meilleurs moments de ma vie en vérité quand j'y repense. Alors c'est absolument intenable à long terme, mais dans le fil de l'histoire, c'était primordial de passer par là pour atteindre une forme d'équilibre à l'avenir. Vers la fin de l'année 2019, j'ai trouvé un équilibre naturel dans mon travail, en réduisant progressivement à 80, 70, 60, puis 55 heures de travail par semaine que je fais depuis cette période. Globalement, je travaille entre 50 et 60 heures par semaine et ça me va parfaitement. Alors, c'est trop pour certains, c'est trop peu selon d'autres, mais j'estime que mon équilibre est ici. La véritable question que je me pose et que je vous pose vis-à-vis de la perte de poids aujourd'hui, c'est est-ce primordial de forcer un équilibre artificiel dès le début du processus? Dans mon cas, me forcer à ne travailler que 55 heures la première année aurait eu des conséquences complètement négatives. Alors je m'interroge sérieusement sur l'intérêt de forcer un rééquilibrage alimentaire. Et au moment où je vous parle, je réfléchis activement sur cette notion. La réponse ne m'apparaît pas clairement en tête pour le moment. L'ébauche de résolution serait quelque chose comme ça. Dans un processus de perte de poids,
la recherche de l'équilibre peut être secondaire et se manifester de façon inconsciente après une période initiale de pratique déséquilibrée. Faut-il passer par la frustration liée à l'élimination complète de la malbouffe pour la réintégrer progressivement après quelques semaines? Eh bien, figurez-vous que peut-être. Faut-il être ultra rigide sur son alimentation pendant plusieurs semaines avant de s'autoriser naturellement plus de flexibilité? Eh bien, à nouveau, je suis en train de réfléchir et je me pose la question, peut-être. Si vous avez conscience de votre emplacement dans le processus et que vous comprenez que cette étape est éphémère avant de laisser place à quelque chose de plus cohérent et tenable à long terme, eh bien, finalement, pourquoi pas? Si vous envisagez l'équilibre alimentaire à venir comme étant un travail en construction sur lequel vous tâtonnez pour définir le cadre de cet équilibre, eh bien, à nouveau, pourquoi pas? Et je dois vous citer mon expérience personnelle pour que vous puissiez comparer la vôtre à quelque chose de tangible. Quand j'ai commencé à m'entraîner, à 15 ans, j'étais all-in. Complètement extrême. Je vivais muscu, je dormais muscu, je mangeais muscu, je lisais muscu. Dans une dimension abusée. En m'entraînant 5 fois 2h30 par semaine malgré un très haut niveau d'activité physique le reste de la journée. En devenant complètement psychorigide avec la nourriture, eh bien, j'ai pesé l'intégralité de mes aliments pendant 4 ans. Et ça n'est pas une blague, j'ai littéralement pesé l'intégralité de mes aliments pendant 4 ans. Quand bien même, tous les matins, je faisais le même petit déjeuner. J'avais une idée visuelle relativement précise de mes quantités, mais malgré ça, je pesais chacun de mes aliments, tous les aliments que j'ai mangés pendant 4 ans. J'emmenais mon Tupperware de bouffe au repas de famille, même dans la famille de ma copine à l'époque, et croyez-moi que c'était vivement critiqué, jusqu'à le faire au repas de Noël, à mon propre anniversaire. Bref, l'extrême de l'extrême. Je me souviens parfaitement des repas de Noël où je me faisais engueuler par ma grand-mère parce que j'emmenais mon propre Tupperware de bouffe, tellement j'étais psychorigide sur l'alimentation et sur le comptage de mes calories et sur le fait de progresser en musculation et que tout devait être absolument parfait. J'étais extrême au possible pendant 4 années entières. Et il y a eu une période de quelques mois où je m'entraînais le matin à 10h et le soir à 19h pour arriver à 9 entraînements par semaine. Alors, je vais vous citer quelques anecdotes sur cette période. À 17 ans, quand j'avais 17 ans, j'ai refusé de partir en vacances avec la famille de ma copine parce qu'il n'y avait pas de salle de muscu dans le camping. Pourtant, le camping était génial, c'était dans le sud de la France, mais j'ai refusé, j'ai dit non, il n'y a pas de salle de musculation, pendant 15 jours, c'est pas la peine, je viens pas. Finalement, ils ont changé de camping pour en prendre un avec une salle de musculation, histoire que je vienne passer les 15 jours de vacances avec eux. Mais pendant ces vacances, les activités étaient limitées par le fait que je dois m'entraîner 2 heures par jour à 17 heures. Vous voyez à quel point le type était buté dans son idée. Le sale gosse par excellence. Mais alors là, je l'assume avec du recul, c'est terrible. C'est incroyable qu'on m'ait laissé faire quelque chose de pareil, qu'on ait accepté de changer quelque chose de pareil. Pour moi, c'est vraiment une attitude de sale gosse complet. Mais avec du recul, c'était évidemment débile, mais c'est notamment grâce à ce trait de caractère, c'est ce trait de caractère buté jusqu'au boutiste qui me permet d'accomplir certaines choses inaccessibles pour d'autres. Autre anecdote, j'ai toujours détesté les jours fériés en France puisque ça impliquait que ma salle de muscu était fermée. Jour férié, jour fermé, je me souviens que c'était écrit ça sur la porte de la salle de muscu et je faisais la gueule toute la journée parce que je ne pouvais pas m'entraîner juste une fois. Parce que je loupais un entraînement, je faisais la gueule toute la journée. Quand j'étais en formation de coach sportif et que je devais donner des cours collectifs, eh bien, je créais mes séances pour les adhérents spécifiquement calqués sur mon entraînement. C'est-à-dire que quand j'étais en formation de coach sportif, je devais donner des cours collectifs aux adhérents de la salle dans laquelle je faisais ma formation. Et c'était moi qui créais les cours collectifs et les cours collectifs étaient créés selon mon emploi du temps d'entraînement. Par exemple, le jeudi, je faisais les jambes à l'époque, donc hors de question de donner un cours où il y a des squats ou des fentes à faire le jeudi, puisque je m'entraînais avant de donner le cours collectif. Donc, je ne voulais pas montrer aux adhérents une séance de sport qui mobilisait les groupes musculaires des jambes parce que sinon, c'était compliqué pour moi de faire ma séance lourde avant et de recommencer à faire les jambes pendant une séance de cours collectif. Donc, tous les cours collectifs étaient modulés sur mon entraînement et c'était vraiment le principal pour moi. Heureusement, on ne me l'a jamais trop reproché parce que j'arrivais
à rendre ça assez cohérent. Bon, bref, toujours quand j'étais en formation de coach sportif, je me souviens de Salomé, à côté de qui j'ai ouvert un Tupperware avec du riz, du brocoli et du poisson à 15h30 pour mon goûter le premier jour de la rentrée. Donc imaginez un peu la tête quand j'y repense. Bon, c'était une formation de coach sportif, ok, j'étais pas le seul aussi extrême que ça, mais la pauvre nana qui a 18 ans, qui vient, non, 19 ans, qui vient en cours pour être coach sportif, et un type à 15h30 qui ouvre son Tupperware pendant que le prof est en train de donner son cours, qui ouvre son Tupperware et qui commence à bouffer du riz, du brocoli et du poisson blanc. Imaginez l'odeur, super, pendant que vous êtes en train d'essayer de vous concentrer sur ce que le prof a à dire. Le premier jour de la rentrée, à mon avis, vous vous dites que l'année va être longue. Bon, heureusement, je lui ai dit, ça te dérange pas? Ça ne le dérangeait pas, a priori. Mais pour vous dire à quel point j'étais rendu. Et ce genre de choses qui, aujourd'hui, me semblent complètement idiotes. Mais c'est complètement débile d'avoir fait des trucs pareils. Mais ça fait partie de l'expérience. On peut aller assez loin dans l'extrémisme alimentaire et quand même peiner à rattraper l'endroit où j'étais. Ça a duré 4 ans. Ça a duré 4 ans, donc ça me fait doucement rire, on va en reparler. Mais quand les gens disent « Non mais il faut pas que tu comptes tes calories pendant un mois, ça va te rendre extrême, c'est pas bien, tu te concentres trop sur l'alimentation. » On va parler de comment je gère mon équilibre alimentaire maintenant, mais pendant 4 ans, j'étais complètement fou. Complètement cinglé avec la nourriture, ça me fait sourire maintenant, mais j'ai fait passer des repas horribles aux gens qui étaient avec moi parce que je ne pouvais pas manger de sauce, il fallait que je mette une certaine quantité de sel dans mes repas, je ne pouvais pas manger certains aliments, et au moment où j'ai arrêté complètement le gluten, les produits laitiers, tout ça, mais complètement cinglé. Mais bon, ça fait partie de l'expérience et c'est ce qui me permet de pouvoir donner des pistes de réflexion aujourd'hui à mes élèves que je n'aurais peut-être pas pu donner si je n'avais pas vécu ces choses-là moi-même. Donc ça a duré 4 ans. Et puis alors que tout le monde s'était habitué à mon comportement, que plus personne ne me faisait de réflexion, forcément quand ça dure 4 ans, vous finissez par vous habituer et vous comprenez que si au repas de famille, il y a 17 personnes, Maël compris, vous faites à manger pour 16 personnes parce qu'il va venir avec son Tupperware. C'était acquis pour tout le monde, c'était devenu normal pour tout le monde parce que l'être humain étant ce qu'il est, avec le temps et la répétition, eh bien quelque chose de complètement idiot à la base finit par devenir normal. Et donc, en écrivant mon premier bouquin sur la nutrition, je suis sorti naturellement de cet extrême, sans le conscientiser, sans le remarquer, sans faire d'effort. Et depuis, j'ai un équilibre alimentaire qui me correspond parfaitement. Mes indicateurs de santé sont excellents, je m'entraîne toujours, je dors bien, je mange bien. Et à côté de ça, je vais régulièrement, pour ne pas dire très régulièrement, manger au restaurant. Ce qui aurait semblé complètement impossible pour le Maël de l'époque. Le Maël extrême de l'époque, à chaque fois qu'il fallait aller au restaurant, il fallait tout calculer à l'avance, regarder le menu, choisir ce que j'allais manger, adapter mes repas du reste de la journée par rapport au repas du restaurant. En arrivant au restaurant, il fallait demander si à la place des frites, je pouvais avoir du riz, si je pouvais ne pas avoir de sauce avec la viande, etc. Un calvaire complet. Alors qu'aujourd'hui, je vais au restaurant très régulièrement. Moi, je vous parle, on est le 8 septembre. Il me semble que je suis allé au restaurant tous les soirs depuis 10 ou 12 jours parce que je suis revenu à Bucarest depuis pas très longtemps. J'ai beaucoup de monde à voir, j'ai beaucoup de dîners à faire, que ce soit pour le travail ou même pour voir mes amis. Donc, ça fait 10 ou 12 jours que je vais au restaurant tous les soirs. Ça aurait semblé complètement délirant pour le Maël de l'époque, qui était extrême. Je bois de l'alcool occasionnellement. À nouveau, ça lui aurait semblé complètement dingue. Et je fume même des cigares de temps en temps, et là, il n'y aurait jamais cru, ça aurait été complètement impossible. Maintenant, on en vient à vous. Je rigole doucement quand j'entends dire que compter ses calories peut mener à un hyper-contrôle duquel on ne sort jamais et que c'est mauvais, blablabla. Ok, ça peut arriver, mais les gens ont une échelle de temps trop raccourcie. J'ai fait bien plus extrême que juste compter les calories, et aujourd'hui, j'ai un équilibre alimentaire auquel peu de gens peuvent prétendre. Pendant 4 ans, j'étais complètement extrême et aujourd'hui, je suis tout à fait instinctif dans mes choix alimentaires, dans mes choix de santé, dans la gestion de mon quotidien, du sport, de mon sommeil. Tout ça est parfaitement équilibré désormais alors que j'ai passé 4 ans à être extrême au possible. L'endroit auquel je suis aujourd'hui dans la gestion de ma santé n'aurait jamais été atteignable sans la période extrême qui l'a précédée. Tout comme le rééquilibrage alimentaire n'aurait jamais eu une telle portée si je m'étais contenté de travailler 35 heures par semaine au démarrage pour garder une vie équilibrée, entre guillemets. Il faut que vous puissiez tirer quelque chose d'applicable de cet épisode et je veux me concentrer sur vous avec la réponse à la question qui vous concerne.
Et cette question, c'est est-ce qu'il est indispensable d'avoir une gestion ultra rigide de son alimentation avant d'atteindre l'équilibre alimentaire? Et c'est une très bonne question que finalement je ne me suis quasiment jamais posée jusqu'à aujourd'hui. Donc on va essayer d'y répondre ensemble. La réponse de prime abord est non. Ça n'est pas indispensable. Mais dans certains cas, cela peut être nécessaire et je vais développer. Ça fait des années que je suis attentivement les travaux de Jordan Peterson, qui est psychologue. Et il y en a une parmi d'autres qui m'a beaucoup marqué. Et je ne paraphrase pas, mais pour vous expliquer simplement, on ne sort pas d'une situation difficile sans accepter de passer par une phase encore plus difficile pour finalement émerger. Autrement dit, si vous êtes à 3, alors 3 ça représente n'importe quoi, ça peut représenter votre niveau d'équilibre alimentaire aujourd'hui, ça peut représenter votre poids aujourd'hui, ça peut représenter le niveau de difficulté dans lequel vous êtes vis-à-vis de la gestion de votre alimentation aujourd'hui, peu importe. 3 c'est arbitraire, c'est juste un chiffre indicatif. Vous êtes à 3 et vous voulez atteindre 4. Il faudra sûrement faire un sacrifice et repasser par 2 avant de finalement atteindre le 4. Alors je sais, c'est contre-intuitif, mais ça fait sens si vous réécoutez les podcasts que j'ai faits sur le sacrifice et l'engagement total que vous devez faire pour réussir votre rééquilibrage alimentaire. Dans une certaine mesure, vous devez parfois toucher le fond du fond avant de remonter à la surface. Si 50% de vos calories proviennent de la malbouffe depuis 4 ans et que cela vous a mené à peser 30 kg en trop, le rééquilibrage alimentaire vous inciterait à descendre sur une répartition proche des 20% de malbouffe au maximum. Eh bien, le chemin le plus intuitif pour y aller serait juste d'en consommer de moins en moins progressivement. Et d'ailleurs, c'est peut-être la meilleure option pour vous. Et c'est une option que j'ai largement partagée depuis des années maintenant. Sauf que dans certains cas, le chemin véritablement efficace est sûrement de descendre à 0 ou à 5% de malbouffe dans une configuration extrême qui recadre vos attentes avant de finalement retrouver un peu plus de flexibilité. Pour faire un parallèle, si vous dépensez 400 balles par mois dans les fringues alors que votre budget c'est juste 200, vous êtes 200 € au-dessus de votre budget mode, fringues, je ne sais pas comment disent les femmes, de votre budget achat textile par mois. Eh bien, la solution, c'est sûrement de dépenser 0 € pendant 3 ou 4 mois pour réindexer vos attentes et trouver ça acceptable de ne dépenser que 200 € à l'issue de cette période extrême. Je résume, parce que dans la vidéo, je fais des gestes, mais pour ceux qui l'écoutent uniquement en audio, en podcast, ça peut être compliqué. Admettons que vous dépensez 400 € par mois dans les fringues. Sauf que votre budget, le budget que vous aviez défini, c'est 200 €. Vous êtes à 200 € en surplus de dépenses. Vous dépensez 200 € de trop. La logique, ça serait de dire, ok, à partir du mois prochain, je dépense uniquement 200 €. Mais puisque depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, vous aviez cet index, ce cadre de référence qui était de dépenser 400 € par mois, ça veut dire qu'en dépensant 200 €, vous dépensez 50% de ce que vous avez l'habitude de dépenser et ça peut être frustrant. Alors, dans certaines situations, la façon de faire qui sera la plus efficace pour vous pour tenir à long terme, ça sera peut-être de passer 3 ou 4 mois à dépenser 0 € dans les fringues. C'est-à-dire que vous dépensez 400, maintenant vous dépensez 0. Au bout de 4 mois, vous dites, bon, ça y est, maintenant je m'autorise un budget de 200 € par mois dans les fringues. Et puisque votre cadre référentiel était fixé à 0 €, désormais, dépenser 200 €, eh bien, c'est 200 € de plus que d'habitude. Alors que si vous étiez passé de 400 à 200, ça fait 200 € de moins que d'habitude. Et l'impact psychologique de ce changement, il est réel et il est tangible, il est vérifiable. Parce que si jamais vous essayez juste de passer de 400 à 200 € dépensés, eh bien, vous finirez toujours par dépenser plus que prévu une fois que vous êtes rentré dans le magasin et une fois que l'inertie sera lancée. Et par cette comparaison, j'espère que vous voyez où je veux en venir. Si vous êtes incapable de manger 20 grammes de chips sans dévorer le paquet, eh bien peut-être que la solution, c'est de temporairement supprimer les chips totalement de votre vie. Donc, être extrême, mais en sachant le justifier. La frustration, quand elle est justifiée, est bien plus facile à gérer que quand elle est arbitraire et qu'elle nous semble complètement injuste. Si vous stagnez dans le sens littéral du terme, alors sans faire le yo-yo, sans monter et descendre, juste votre poids ne bouge plus du tout depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Eh bien, il est possible que votre niveau d'engagement soit trop faible, auquel cas, une phase éphémère extrême
très agressive vous permettrait potentiellement d'en sortir. Alors tout ça reste théorique et est en phase de réflexion pour moi, mais la cohérence de cette idée qui germe me pousse à vouloir vous la transmettre maintenant. D'autant plus que je trouve la peur de l'impasse illégitime, la plupart du temps en tout cas. On retrouve toujours le chemin de l'équilibre puisque la nature humaine pousse irrémédiablement à l'adaptation. Votre équilibre ne sera pas le même qu'avant, mais vous pourrez définir la nouvelle normalité comme étant équilibrée. Par exemple, si quelqu'un se compare à moi en disant que travailler 55 heures par semaine est absolument déséquilibré, que c'est beaucoup trop, que c'est impossible d'avoir une vie de famille comme ça, que c'est impossible d'avoir une vie équilibrée, eh bien Elon Musk trouve sûrement ce rythme de travail beaucoup trop faible pour déployer une inertie suffisante dans un projet ambitieux. À nouveau, l'équilibre est quelque chose d'individuel et qui est voué à changer à mesure du temps qui passe. La définition de l'équilibre est variable d'un individu à l'autre et surtout d'une période à l'autre chez un même individu. Votre vie n'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, il y a des accélérations du courant que vous subissez. Parfois, il y a des cascades qui peuvent laisser des marques. Des fois, c'est juste plat et ennuyant et idéalement, il y a des portions du fleuve qui frôlent la perfection avec une température idéale et un paysage magnifique sur les rives. Et la probabilité qu'il faille aller volontairement de l'avant malgré l'extrême de certaines portions du fleuve pour espérer découvrir des périodes plus équilibrées est très élevée. Si vous passez votre temps à nager à contre-courant par peur de ce qui vous attend si les choses deviennent extrêmes, eh bien vous resterez toujours dans ce faux confort qui, au bout du compte, n'apportera que des regrets. Avoir peur de briser le statu quo est légitime, mais rester paralysé dans une situation physique qui vous déplaît en se disant que ça pourrait s'empirer n'est pas un comportement adapté au progrès. Vous retrouverez toujours le chemin de l'équilibre en le cherchant et parfois il vous tombera dessus par hasard. Il y a un pattern commun. En 2019, la copine d'un de mes amis m'a appelé en pleurs en disant qu'il était complètement obsédé par la muscu, que c'était toute sa vie et qu'il la délaissait, blablabla. Je connais la rengaine. Alors, je lui ai juste dit, t'inquiète pas, c'est passager, ça finira par passer. Alors pour moi, ça a duré 4 ans. Ça a duré 4 ans d'extrémisme complet dans la musculation, dans la gestion absolument rigide de l'alimentation. Et maintenant, je suis parfaitement équilibré entre ma vie sportive, entre la muscu et la gestion de mon alimentation, la gestion de mon sommeil, etc. La gestion des sorties, je bois de l'alcool, j'arrive à profiter de mes amis, de ma famille, etc. sans être ultra rigide avec l'alimentation, sans prendre de poids et en restant en excellente santé, bilan sanguin à l'appui. Et malgré les efforts massifs de mon entourage pour me sortir de l'extrême, eh bien personne d'autre que le temps n'y est parvenu. Alors finalement, mon ami et son ex, ils se sont séparés. Il a continué son délire extrême pendant 2 ans de plus et maintenant, il en est exactement au même point que moi. Ça a duré 3 ans pour lui, 3 ans d'extrémisme alimentaire et d'entraînement où il ne pensait que muscu, il lisait muscu, dormir muscu, manger muscu, que muscu. Ça a duré 3 ans et maintenant, c'est terminé. Il est à nouveau dans un équilibre vertueux qui lui permet à la fois de s'entraîner et de progresser, mais également de profiter de la vie en société, la vie normale. Alors, je me demande vraiment s'il faut faire un rééquilibrage alimentaire ou s'il faut trouver son équilibre alimentaire. Je me demande désormais s'il est possible d'imposer l'équilibre ou bien si c'est quelque chose pour lequel on crée les conditions de l'apparition. Même si dans une certaine mesure, le rééquilibrage alimentaire et les conseils que je vous donne sont à mi-chemin entre les deux. Il y a une partie des conseils que je vous donne qui tendent à vous imposer, entre guillemets, un rééquilibrage alimentaire en adoptant des changements qui vont peut-être à l'encontre de ce que vous auriez fait naturellement, mais en même temps, est-ce que ça n'est pas indispensable? Je pense que si. Mais en même temps, il y a l'autre facette, l'autre moitié du rééquilibrage alimentaire, selon moi, qui est juste là pour créer les conditions de l'apparition d'un équilibre chez vous, d'un équilibre alimentaire, d'un équilibre de santé globale. Donc, malgré cette réflexion qui reste ouverte, je suis persuadé que vous pourrez tirer des enseignements précieux de cet épisode. En tout cas, je l'espère. Ça paraissait un peu brouillon, mais à nouveau, je sentais le besoin de vous partager cette réflexion qui est actuellement dans ma tête et qui trouvera peut-être une réponse définitive d'ici quelques semaines, auquel cas je vous en parlerai dans un nouvel épisode.
Et puisqu'on est dans une dynamique de rentrée scolaire, je suis en train de réfléchir à la construction d'un processus généralisable dans la lignée de cet épisode et de ce que j'ai découvert finalement en l'écrivant. Quoi qu'il arrive, je le développerai au fur et à mesure des semaines à venir, et si ça mène quelque part, évidemment que je vous en parlerai. Bref, tout ce que j'ai évoqué dans le podcast est relativement complémentaire à la lecture de mon livre. Ceux qui l'ont lu pourront attester, et si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez le commander directement sur Amazon en cherchant soit Maël Brosseau, soit en cherchant le rééquilibrage alimentaire, et en cherchant la couverture où il y a marqué Maël Brosseau, puisque c'est moi qui l'ai écrit. Et moi je vous dis juste à bientôt pour l'épisode 90 du podcast, et on sera pas si loin finalement des 100, on sera dans la dernière ligne droite pour les 100 épisodes du podcast. Voilà, à bientôt.